Ce que vous venez de voir, ce sont bien des images de la guerre en Ukraine, mais ce sont des images qui datent d'avant 2022. Comme je le disais dans le dernier épisode, même si la Russie a lancé son invasion complète de l'Ukraine en février 2022, la guerre faisait déjà rage depuis 8 ans. Cette guerre elle a lieu dans le Donbass, la région la plus à l'est de l'Ukraine, et c'est encore là qu'ont lieu la plupart des affrontements en 2023. Tout commence juste après la révolution de l'Euromaïdan, mais aujourd'hui on va pas juste voir comment cette guerre a éclaté. On va revenir sur l'histoire très particulière du Donbass et voir pourquoi la guerre a éclaté là-bas en 2014. Bonjour à tous et bienvenue sur Factuel. En parallèle des manifestations pro-européennes de l'Euromaïdan, des contre-manifestations, elles pro-russes, apparaissent un peu partout dans le pays. Elles sont organisées par le Parti communiste et par les soutiens de Yanukovych, qui demandent à ce que l'accord avec l'Union européenne soit abandonné au profit de la Russie. Le 21 février 2014, quand le président Yanukovych fuit l'Ukraine, leur colère monte. L'espoir d'une alliance avec la Russie est en train de disparaître, et en réaction, ces manifestations pro-russes prennent de l'ampleur. C'est surtout le sud et l'est du pays qui est touché. Les plus grosses manifestations ont lieu dans les régions de Donetsk et de Lugansk, qui forment le Donbass, mais aussi dans la région d'Odessa, de Kharkiv et en Crimée. En plus d'être des régions où Yanukovych a beaucoup de soutien, ce sont des régions où il y a plus de personnes qui ont le russe pour langue maternelle qu'ailleurs en Ukraine. Certains russophones ont des liens forts avec la Russie, et ont donc souvent plus tendance à être pro-russes que pro-européens. Avant d'aller plus loin et de parler du début de la guerre, c'est important de rappeler quelque chose. Quand je parle de pro-russes ou de manifestants pro-russes, je ne parle pas de séparatistes. Les manifestants pro-russes dont on parle défendaient un accord avec la Russie, mais ne demandaient pas à ce que leur pays soit annexé par cette dernière. Dans toutes les régions d'Ukraine, ceux favorables à un rattachement à la Russie ont toujours été minoritaires. Si vous voulez des chiffres, d'après un sondage réalisé en février 2014, la Crimée est la région la plus apte à vouloir quitter l'Ukraine. 41% des interrogés sont favorables à une intégration à la Russie. Dans le prochain épisode, on verra pourquoi ce résultat est si élevé, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Pour le Donbass, les régions de Lugansk et de Donetsk ont des résultats encore plus faibles. 24 et 33% des habitants sont favorables à une intégration de la Russie. Le 22 février 2014, juste après avoir fui Kiev, Yanukovych est officiellement destitué par le Parlement ukrainien. La justice ukrainienne lance un mandat d'arrêt pour meurtre de masse à son encontre, et le Parlement ukrainien demande l'annulation d'un certain nombre de lois qu'il avait fait voter. Et c'est justement la potentielle annulation d'une de ces lois qui va mettre le feu aux poudres. Yanukovych avait fait passer une loi qui donnait à d'autres langues que l'ukrainien un statut officiel dans les régions où elles sont parlées. Si cette loi est annulée, le russe, qui est la langue maternelle de plus de la moitié des habitants du Donbass et de la Crimée, n'aura plus de statut officiel. Même si les Ukrainiens russophones peuvent comprendre la langue ukrainienne, c'est la symbolique qui pose problème. Entre cette loi, le renversement de Yanukovych et l'accord avec l'Union européenne, ça fait beaucoup pour une partie des pro-russes. Ils ont peur d'être les grands perdants de cette révolution, voire de devenir des parias dans leur propre pays. Ce climat de peur est renforcé par les médias russes, très suivis par les Ukrainiens russophones, qui martèlent l'idée que l'Occident, c'est l'ennemi. Rapidement, dans le Donbass, la situation devient incontrôlable. Les manifestations pro-russes prennent de l'ampleur, et pour rien arranger, des milliers de Russes traversent la frontière toute proche pour venir grossir les rangs. Les pro-russes et les pro-Maïdan se font parfois face ou s'affrontent, et le 13 mars 2014, un partisan de l'Euromaïdan se fait poignarder à mort à Donetsk. Après ce meurtre, les pro-Maïdan décident de ne plus manifester dans la ville. Les contre-manifestations, elles, continuent, et le 6 avril 2014, un millier de pro-russes prennent le contrôle de l'administration locale de Donetsk. Ils annoncent qu'un référendum sur l'adhésion à la Russie va être tenu, et le lendemain, la République de Donetsk annonce son indépendance. À partir de là, on parle plus de manifestations, mais d'insurrections armées, de mouvements séparatistes, et surtout, c'est le début de la guerre. Même si la Russie ne déclare pas officiellement la guerre à l'Ukraine, elle participe à tout ça. Des militaires russes interviennent en Ukraine, et certains séparatistes sont dirigés et armés par la Russie. De son côté, l'armée ukrainienne intervient aussi. Elle s'attaque aux séparatistes, et en réaction, une deuxième république va proclamer son indépendance, la République de Lugansk. On va pas rentrer dans les détails de la guerre parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Pour faire simple, de 2014 à février 2022, c'est une guerre quasiment ininterrompue entre l'Ukraine, les pro-russes et la Russie. Les deux camps se font face dans des tranchées, aucun accord de paix n'a abouti, et tout ça pendant 8 ans. Le bilan c'est 1,5 million de déplacés, 14 000 morts et une impasse. Une impasse parce que cette guerre ne s'est jamais arrêtée. L'Ukraine refuse de se séparer du Donbass, les séparatistes refusent de réintégrer l'Ukraine, et vu les moyens colossaux qu'elle met dans la région, la Russie n'a pas l'air non plus de vouloir se séparer du Donbass. D'une certaine manière, quand Poutine a annoncé l'invasion de l'Ukraine en février 2022, il a simplement fait évoluer la guerre du Donbass.
Désormais, la Russie assume son implication et la guerre ne concerne pas que le Donbass, mais toute l'Ukraine. Il n'empêche que c'est dans le Donbass que la guerre a commencé et qu'en 2023, le gros des affrontements se déroule encore. Si l'est de l'Ukraine est autant sous tension et que la guerre a éclaté là-bas, c'est parce que la région a sa propre histoire. L'Ukraine, c'est un pays connu pour ses grandes plaines fertiles. C'est d'ailleurs ça la symbolique du drapeau ukrainien, un champ de blé et un ciel bleu. Mais le Donbass est connu pour autre chose. La région est riche en ressources souterraines. Elle a des réserves d'houille, de sel et de charbon, ce qui fait qu'elle va surtout se développer pendant la révolution industrielle. Au 19e siècle, le Donbass devient le plus gros bassin minier et métallurgique de tout l'Empire russe. Grâce à un recensement de 1897, on sait aussi qui habite la région. Le Donbass est multiethnique, mais est dominé par les Ukrainiens à plus de 50%. Les Russes représentent eux 28% de la population. La révolution d'octobre 1917 porte les bolcheviks au pouvoir et plusieurs choses vont changer. Pour commencer, Lénine décide que les Cosaques, un groupe qui habite la région depuis des siècles, doit disparaître. À partir de 1919, les Cosaques sont déportés et exterminés. Staline prend ensuite le pouvoir et ce sont les Ukrainiens qui sont ciblés. On a consacré un épisode entier à l'Holodomor, donc je reviens pas sur ce qui s'est passé. Dans le Donbass, l'Holodomor tue entre 15 et 25% de la population en un an et les victimes sont principalement des Ukrainiens. Enfin, c'est la Seconde Guerre mondiale qui frappe le Donbass et au-delà des dégâts matériels, on dénombre 300 000 victimes. Vous l'avez compris, entre 1919 et 1945, la région a connu de gros changements et surtout elle a perdu une énorme partie de sa population. L'autre élément à prendre en compte et qui se déroule en parallèle de tout ça, c'est la russification. La russification, c'est un ensemble de politiques qui ont un but commun assez simple, faire disparaître ce qui n'est pas russe. Dans notre cas, ça concerne tout ce qui est ukrainien, que ce soit la population, la langue ou la culture. Déjà pour la population, c'est la colonisation qui permet à l'Union soviétique d'encore plus modifier la démographie de la région. Comme le Donbass s'est fait dépeupler avant 1945, des familles russes sont envoyées pour prendre les places vacantes. Entre 1939 et 1959, on compte 3 millions de nouveaux Russes en Ukraine, alors que la Seconde Guerre mondiale est passée par là. À partir des années 60, c'est la langue ukrainienne qui est attaquée à son tour. À part à l'école maternelle et primaire, dans certaines revues spécialisées et dans certaines radios locales, l'ukrainien n'existe tout simplement plus. Pendant 20 ans, cette langue disparaît de l'espace public en Ukraine. Elle n'est d'ailleurs pas seulement interdite, puisque le simple fait de pouvoir parler cette langue est très mal vu. Le gouvernement soviétique présente l'ukrainien comme un dialecte et non une langue, comme quelque chose de très archaïque qui n'est utilisé que par les incultes et les paysans. Tout est fait pour que cette langue soit dévalorisée et que plus personne ne la pratique. Ces politiques, que ce soit sur la population, la langue ou la culture, c'est ça qu'on appelle la russification. Dans les années 80, ces politiques sont assouplies, mais 20 ans de censure, ça laisse des traces. Sans forcément être russes d'origine, beaucoup d'Ukrainiens sont devenus russophones à cause de cette russification. Le russe a été la norme pendant longtemps en Ukraine, et cette langue a pu s'imposer en ville et à l'est. En 1989, les Russes représentent 44% des habitants du Donbass, et le russe est devenu la langue majoritaire de la région. Malgré tout ça, faut pas penser que le Donbass est devenu un bastion anti-Ukraine. En 1991, quand tout le pays est invité à voter pour ou contre l'indépendance, les Russes et les russophones d'Ukraine montrent leur volonté de se séparer de la Russie. Dans le Donbass, le oui à l'indépendance l'emporte à plus de 83%. Tout ça pour dire que le Donbass, c'est une région majoritairement ukrainienne depuis très longtemps. La part des Russes dans la région a augmenté au siècle dernier, l'usage du russe encore plus, mais c'est pas pour autant que la région est devenue russe ou qu'elle a envie d'intégrer la Russie. Ce qui a fait monter la colère des habitants du Donbass, c'est surtout les années post-indépendance. Dans les années 90, la situation économique est compliquée partout en Ukraine, mais c'est le Donbass qui souffre le plus. L'Ukraine a perdu son premier partenaire, la Russie, et l'un des secteurs les plus affectés, c'est l'industrie. Les usines et les mines du Donbass ferment, les salaires ne sont plus versés, et la situation est catastrophique. Les ouvriers et les mineurs du Donbass vivent dans une misère absolue, dans une région sinistrée, et ils ne se sentent pas respectés par le reste du pays. Malgré des grèves et des concessions du pouvoir de Kiev, le Donbass n'obtient pas ce qu'il veut à ce moment-là, c'est-à-dire plus d'autonomie. Avec ça, il y a une haine du pouvoir central à Kiev qui apparaît dans le Donbass. On a le sentiment d'être laissé pour compte, on n'est ni écouté ni aidé. Les seuls qui agissent dans la région sont, ironiquement, les oligarques qui captent toutes les richesses. Depuis les années 90, c'est eux qui gèrent la vie économique et culturelle de la région. Ils ont recommencé à verser les salaires, ils offrent aux ouvriers des places pour des matchs de foot, et surtout, ils ont pris une importance politique. Parmi ces oligarques qui se sont lancés en politique, on retrouve Rinat Akhmetov, l'homme le plus riche d'Ukraine,
mais surtout quelqu'un que vous connaissez déjà maintenant, Viktor Yanukovych. Je voulais revenir sur l'histoire du Donbass parce que ça a son importance. On peut pas comprendre comment la guerre a commencé juste en regardant l'Euromaïdan. Dans le Donbass, il y avait des attentes régionales et une situation catastrophique qu'il faut aussi prendre en compte. Et revenir sur l'histoire, ça permet aussi de voir pourquoi il y a autant de russophones dans le Donbass, pourquoi il y a autant de Russes tout court dans le Donbass, et surtout pourquoi Yanukovych avait autant de soutien dans la région. J'espère que ce troisième épisode vous a plu, que vous avez appris des choses. Comme d'habitude, toutes les sources sont en description. Dans le prochain épisode, on va parler de la Crimée. On va voir comment la Russie a annexé cette région, pourquoi elle l'a fait, et surtout ce que ça implique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous dis à la prochaine sur Factuel.